Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un point lecture plutôt long puisque ça fait un moment que je vous ai pas fait de point lecture. J'ai pas eu le temps. Donc du coup là je dois vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Je compte bien? Mais c'est ça. 7 livres. 3 romans qui appartiennent à la fantasy et les 4 autres sont du thriller, du polar. Donc je vais commencer d'abord par la fantasy avec 3 excellentes lectures. Je commence par Nettle and Bone de T. Kingfisher, c'est aux éditions Verso. Verso, c'est le label en fait fantasy de Seuil, de la maison Seuil. J'ai eu ce livre, c'est un service, plus ou moins un service presse, j'ai eu grâce à Babelio, Masse Critique de Babelio. Qui est donc, c'est une, comment dire, c'est un genre de réécriture de contes. En fait, on est dans, voilà, on est vraiment, si vous aimez tout ce qui est conte, ce roman devrait vous plaire, j'ai beaucoup aimé. Donc on est avec un personnage qui s'appelle Mara. Donc ça reprend en fait les codes du conte dans le sens où les personnages sont plutôt, ne sont pas approfondis psychologiquement, le monde non plus, on est vraiment dans un monde à Il était une fois avec des princes, des princesses. Et donc nous on fait la connaissance de Mara qui est une princesse, c'est la dernière d'une... j'ai pas le mot pour fratrie au féminin. Bref, et donc en fait on va marier sa sœur aînée qui s'appelle Damia à un prince pour associer les deux royaumes, et très rapidement Damia va mourir dans d'étranges circonstances, et c'est donc la deuxième sœur, la sœur cadette Kanya, qui va se marier avec le prince pour prendre la place de la sœur aînée. Et lorsque Mara va lui rendre visite, elle va se rendre compte que Kanya est déjà multiplie les grossesses parce qu'elle fait beaucoup de fausses couches, donc elle est tout le temps enceinte, elle est épuisée, et puis elle se rend compte que sa sœur est battue et maltraitée par son mari. Donc on est sur des violences conjugales. Mara, on l'a mise dans un couvent parce qu'en fait, eh bien, comme c'est la dernière, il ne faudrait pas qu'elle tombe enceinte et que son fils, son héritier, puisse réclamer le trône. Donc en attendant que Kanya ait un enfant, Mara, elle, est dans un couvent et en fait elle se morfond, elle se dit qu'elle peut pas laisser sa sœur comme ça dans les mains de ce prince cruel. Et donc elle va s'échapper du couvent, elle entend parler d'une femme qu'on appelle la Dame Poussière, qui est capable de communiquer avec les morts dans le cimetière, elle va lui rendre visite et en fait elle va la convaincre de mener une expédition pour tuer le prince, donc qui s'appelle le prince Vorling, et d'ailleurs c'est sous-titré Comment tuer un prince. Voilà, et donc en fait il va se constituer une petite équipe où elles vont rencontrer des personnages, dont une espèce de chevalier errant, banni par son clan, une poule possédée par un démon, un chien d'os, etc. Une marraine fée catastrophique. Et donc tout ce petit monde va se mettre en route, il va leur arriver des tas d'aventures pour aller délivrer Kanya et pour la soustraire aux mains du prince. Donc on est vraiment dans une atmosphère de conte où l'autrice elle a repris tous les codes du conte traditionnel qu'on peut connaître, mais elle les détourne assez habilement. Il y a pas mal d'humour, c'est ça qui m'a le plus plu. C'est un univers quand même assez barré, on se demande où est-ce qu'elle va chercher tout ça. Pour info, elle a eu le prix, avec ce roman, prix Hugo du meilleur roman 2023. C'est vraiment intéressant, je pense que je verrai ce qu'elle a pu publier d'autre parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà, donc c'est pas du pour moi c'est pas du young adult, mais sachez où vous mettez les pieds, on est dans de la fantasy et on est dans un univers de contes, donc c'est quand même assez spécial au niveau de la narration. Vous n'allez pas avoir des personnages approfondis ou une histoire une intrigue ça reste flou, comme quand vous lisez un conte en fait, mais l'univers est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite j'ai adoré ce livre, Les eaux de Sous le monde de Stéphane Plateau, c'est publié aux éditions J'ai lu, il est sorti directement en poche. Alors je me suis aperçue après qu'en fait ce roman fait partie, je l'ai dans ma palle, j'ai toujours pas lu, de l'univers de Stéphane Plateau, Le Sentier des Astres. Donc il a écrit une tétralogie, je pense qu'on dit tétralogie, il y a 4 romans du Sentier des Astres, et il a écrit à côté des tomes compagnons qui se passent dans cet univers. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Les Sentiers des Astres pour lire
ce petit livre-là. C'est simplement dans l'univers, mais vraiment les ramifications, elles sont très ténues. Et moi, Les Sentiers des Astres, il me reste le 4e tome à lire. Le dernier tome que j'ai lu, c'était il y a longtemps, donc vous voyez, je n'ai pas du tout été dépaysée. J'ai adoré, c'était vraiment très bien. Alors Stéphane Plados, c'est un auteur belge qui pour moi écrit de la fantaisie de manière très poétique. C'est magnifique, je trouve que c'est poétique mais pas... c'est pas dans le sens faire des belles phrases. Je pense que c'est vraiment son style qui est comme ça et c'est pas du tout ennuyeux. Enfin, moi je ne m'ennuie pas du tout quand je lis son livre. C'est pas pour faire de l'esthétisme, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça sert vraiment le propos. Tous les mots sont à la bonne place. C'est très visuel, c'est très onirique et j'ai adoré ce roman. On est avec Père Romo qui est un mage qu'on appelle dans une cité sous les eaux parce qu'il a plu. C'est vraiment, il y a eu une inondation. Et on l'appelle parce que dans un des couvents, je m'étais trompée d'ailleurs dans ma chronique écrite, j'ai mis monastère, mais monastère c'est pour les moines. Ici on est avec des sœurs. On est dans une ville où 2 couvents dominent la ville. Vous avez d'un côté le couvent, je me rappelle plus, de Saharon je crois, et Nimirion. Et en fait en gros elles traitent pas de la même manière les indigents, les pauvres, et donc elles se font un peu la guéguerre, les bonnes sœurs. Et en fait, dans le couvent de Nimirion, il y a une espèce de puits, et à cause des eaux diluviennes qui sont tombées, il y a des choses qui sont remontées du puits, et c'était pas n'importe quel puits, c'était un puits de l'oubli. Et ces choses qui sont remontées font apparaître des choses étranges, notamment des phénomènes de hantise dans le couvent. Et les sœurs du Nimérion accusent leur concurrente de leur avoir envoyé des fantômes, etc. Et donc Père Homo va être chargé de mener l'enquête. C'était trop bien, parce qu'on est dans un univers où on sent vraiment cette atmosphère d'abord de pluie, qui dégouline de froid. On est dans ces couvents qui sont hantés par notamment la nonne blafarde, donc ça ne fait pas peur, mais il y a des petits moments où on n'est pas très rassuré. C'était vraiment très bien fait. Et puis on va suivre notre mage. C'est vraiment, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous gâcher la lecture, mais qu'est-ce que j'ai aimé la plume de l'auteur, c'est vraiment ce qui me séduit le plus dans ce bouquin. Et puis bien sûr l'atmosphère, les personnages. Il est pas très long ce bouquin, on est sur même pas 300 pages, mais il arrive vraiment à dresser des personnages d'une psychologie très fine, avec des sœurs. Notamment il y a une sœur qui a une... Alors on comprend qu'elle a eu la polio, donc elle est handicapée. Mais c'était vraiment elle va s'allier à Père Romo pour essayer de faire la lumière sur cette étrange Corneille et cette nonne blafarde qui hante le couvent. C'était vraiment très bien. Si vous voulez entrer dans l'univers de Stéphane Platos, ça peut être un très bon moyen de découvrir sa plume. Je vous le conseille véritablement. Alors je me rends compte que vous voyez que c'est vide derrière, parce qu'en fait pour mon anniversaire qui est le 23 décembre, j'ai eu un cadeau en avance. Mon mari m'a offert une autre grande bibliothèque qui est en face de moi. Et en fait j'ai transféré mes titres, donc je fais une parenthèse désolée dans ce point lecture, les titres que j'avais en fantasy, en tout ce qui est SFFF, donc fantasy, fantastique, science-fiction, je les ai mis de l'autre côté. Voilà, et là ça va être ma bibliothèque de contemporain et de thriller polar. Donc du coup ça fait des trous. Je me rends compte que ça fait pas mal de trous, mais voilà, c'est comme ça, je suis désolée. Si vous voyez, c'est pas que j'ai vendu des livres ou que je me suis débarrassée, c'est simplement que maintenant j'ai 2 très grandes bibliothèques. Je reprends mon point lecture après ce point bibliothèque avec également un énorme coup de cœur. Dernier titre de fantasy que je vous présente dans ce point lecture, c'est La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. Donc c'est le 2e tome de la saga Les Cités Divines et c'est publié chez Albin Michel Imaginaire dans ces magnifiques hardback. Alors ils sortent d'abord en hardback et ensuite ils les sortent en brochet. Alors le hardback il est quand même à 27,90 €. Je vous conseille vraiment par exemple ça peut faire un très beau cadeau de Noël d'offrir le 1er tome ou d'offrir les 2 tomes si vous avez les moyens. Je les cherche, je sais pas où je les ai mis. Ah oui, je les ai mis là.
Je vous conseille vraiment de lire du Robert Jackson Bennett. C'est l'auteur de la trilogie Le Maître des Illusions qui est sorti depuis en poche, au livre de poche me semble-t-il. Il écrit vraiment très très bien de la fantaisie. Alors la Cité des Lames, en fait je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans la Cité des Marches qui est le premier tome. On est dans un univers de fantaisie où les dieux ont été écartés du pouvoir, on n'a plus le droit de prier les dieux. Tout ce qui a rapport aux dieux, donc on était plutôt dans une société polythéiste, tout a été détruit, les temples, etc. On n'a plus le droit d'y faire référence. Donc on découvrait cet univers dans le premier tome qui est un univers plutôt, et c'est ça aussi que je trouve très original, avec des accents un peu, je dirais, indiens. On a l'impression, les noms des personnages ont des consonances indiennes. On est plutôt dans un monde, je dirais, oui c'est ça, indien d'Inde, hein, en Asie pour moi. Donc ça c'est très original déjà. Et on est avec un empire, c'est l'empire de... j'oublie tout. De Saipur, ouais, Saipur, qui était une île et qui a conquis le continent. Donc on est plutôt sur l'inverse, d'habitude c'est l'inverse, voilà. Et qui a imposé le fait qu'on ne pouvait plus prier les dieux. Dans le premier tome, on suivait un personnage, on suivait Shara Comaid, qui était la première ministre. Et dans ce deuxième tome, on suit un autre personnage qui s'appelle Turyin Moulagesh. Ouais, c'est ça, Moulagesh. Qui est à la retraite, qui est une espèce de général ou colonel à la retraite. Et on vient la chercher pour une dernière mission. Elle doit se rendre dans une ville au bord de la mer dans laquelle elle n'a pas du tout envie d'aller. Alors pareil, elle a un nom à consonance, c'est la ville de Vourtia. Voilà. Parce qu'en fait on a découvert un métal assez étrange qui aurait des propriétés très bizarres qui font penser aux propriétés, à des pouvoirs divins. Et on se dit c'est pas possible, on a exterminé tout ce qui avait rapport avec les dieux, les déesses, et il faut absolument qu'on voit quels sont les pouvoirs de ce métal, parce que il faudrait pas qu'un dieu puisse renaître de ses cendres. Donc elle va dans cette cité battue par les vents, une cité portuaire. Et en fait, elle va enquêter sur la disparition d'un premier agent qui a disparu, on a perdu sa trace. Donc c'est à la fois une enquête policière, à la fois on est dans de la fantaisie, on a des jeux de pouvoir, on a toute une réflexion autour de la religion qui est très très intéressant. Et alors, ce que j'ai adoré dans ce premier tome, qui est plus prégnant, je trouve, dans ce... J'ai dit quoi dans ce premier tome? Pardon. Ce qui est plus prégnant dans ce deuxième tome que dans le premier, c'est ce que je voulais dire, c'est que on a un humour. Le personnage de Turyin est doté d'un humour, mais que j'ai adoré. C'est vraiment très très drôle. Elle est caustique, alors c'est un humour noir, un humour... c'est très ironique, c'est très grinçant, mais j'ai adoré l'humour du personnage. On ne s'ennuie pas du tout, pas un seul moment. C'était vraiment très très bien. L'enquête... j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré en apprendre plus sur ce monde en fait, qui est vraiment très très bien développé. Encore une fois, je ne peux que vous recommander de lire cet auteur. Je pense que j'ai presque tout lu de lui, hein, parce qu'il a écrit, je regarde ce que j'ai dans ma biblio, j'ai la trilogie, ouais, j'ai presque tout lu de lui. C'est vraiment très très bien. Je ne peux que vous le conseiller, ça peut faire un très très beau cadeau de Noël. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Voilà, ça c'était tout ce qui était science-fiction, pas du tout, fantasy. Et je vais passer au polar, en commençant par ma grosse déception. Donc c'était le polar que je devais lire pour le mois de novembre. Je l'avais mis dans le Black November, et alors j'ai été déçue d'un bout à l'autre avec Lucia de Bernard Minier, publié ici c'est chez Pocket. Je n'ai pas du tout aimé ce bouquin. Alors j'ai pas détesté non plus, parce que je l'ai quand même lu en entier, mais alors je me faisais une joie de découvrir Bernard Minier, c'est la première fois que je lis cet auteur, et alors, c'est retombé comme un soufflé. Hein. Nous sommes en Espagne avec Lucia Guerrero, qui vient de perdre son binôme, Sergio, qui a été retrouvé, crucifié, sous la pluie. Y a un type qui se fait interroger, qui était sur les lieux du crime. A priori c'est lui qui l'a tué, mais ce type est schizophrène, il a plein de personnalités différentes, donc il est jugé plus ou moins irresponsable, et très vite il va se suicider dans sa prison.
Donc Lucia, elle va en faire une vengeance personnelle, elle va essayer de retrouver eh bien, l'auteur de ce crime. Et parallèlement, on va suivre un prof de criminologie qui s'appelle Salomon et qui a mis au point avec ses étudiants un logiciel qui permet de brasser en fait tous les dossiers de la Guardia, de la police, etc., de tout ce qu'on peut trouver comme force de l'ordre en Espagne, et de mettre tout ça en commun et de faire des parallèles. Et il ressort que leur logiciel va montrer des points communs entre 3 affaires, et a priori on aurait affaire à un serial killer. Et donc dans cette affaire, il y a celle qui va intéresser Lucia sur son coéquipier Sergio, et donc Lucia et Salomon vont s'associer pour essayer de remonter le fil de l'enquête et remonter le temps d'ailleurs, parce que ce sont des affaires, des mises en scène de crimes qui remontent à il y a plus de 30 ans. Voilà. Ça c'est, sur le papier ça avait l'air très très bien. Et dans les faits, moi j'ai trouvé que c'était très brouillon, très incohérent, peu de psychologie au niveau des personnages. Par exemple, Lucia, elle perd son coéquipier, en plus avec qui elle avait une aventure, mais j'ai l'impression que c'est un peu traité, on en parle, voilà, l'enterrement ça prend 2 secondes, ils n'ont pas l'air plus affectés que ça dans son service, bon. Les mises en scène des crimes, j'ai trouvé ça tellement poussé que ça en devient ridicule. En plus, l'auteur, donc il essaie de nous embrouiller, de nous mener sur des fausses pistes avec une espèce de violeur et puis une espèce de pédophile, mais ça fonctionne pas du tout. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et alors le pompon, c'est à la fin du dénouement, pour le dénouement, on nous sort un personnage qui vient pour dénouer un peu les fils, comme si Bernard Minet s'était dit à la fin « Ouais Coco, là faut que je trouve une astuce pour dire que c'est lui le coupable, comment je vais faire? Bah tiens, lui il va intervenir et puis ça va bien aller. » En fait j'y ai pas cru de A à Z. Voilà, ça m'a gonflé, trop d'incohérences, trop de choses qui retombaient à plat. Un personnage de Lucia Guerrero mais qui est énervant, mais la nana, on a l'impression que c'est une adolescente, elle a des réactions d'adolescente, elle arrive pas à se contrôler, se met en colère pour un oui, pour un non. Voilà, très plat, très superficiel. Donc je sais pas si je continuerai à explorer cet auteur, parce que j'ai discuté avec des personnes sur Insta qui m'ont dit que c'était un peu tout du même acabit. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas, ce genre de polar divertissant, ça ne m'intéresse pas du tout. Bref, mais ce n'est que mon avis. Je vais passer à des romans un peu plus intéressants. Je vous présente Blackout de Roberto Leonardi aux éditions M+. Donc c'est un service presse. Roberto Leonardi, comme son nom l'indique, est italien. Ici, il nous propulse dans une petite ville des États-Unis. Donc Ethel et Christopher sont mariés. Ils déménagent de leur Alabama natal pour s'installer en Pennsylvanie dans la petite ville de Joliet. Lui, il va devenir mineur, donc dans une mine. Elle va faire des petits travaux de couture et il débarque dans cette ville qui est d'abord très très bizarre, avec des habitants très étranges, pas forcément très accueillants, un peu intimidants, un peu effrayants. Et puis il va y avoir une tempête de neige et le pont qui relie donc cette petite ville au reste du monde va s'écrouler, et donc la ville va se retrouver plongée dans le noir. Il y a une coupure d'électricité et des meurtres vont commencer à être perpétrés, des meurtres atroces. Alors il y a 2 parties dans ce roman. Il y a une première partie qui m'a semblé terriblement longue, où il y a toute une mise en place de l'intrigue, où on nous présente les personnages, on nous présente le contexte, la ville, etc. J'ai trouvé ça très long et très étrange, parce que Ethel, on sent qu'elle souffre de troubles psychologiques, et la première partie, je vous avoue, je me suis dit oh là là, c'est bizarre, est-ce que ça va être comme ça tout le long? Est-ce que la nana elle est complètement tarée et qu'on est dans sa tête? Et c'est très très bizarre en fait, le début du roman est très étrange. On n'a pas l'impression d'être dans un thriller. D'ailleurs l'auteur, je pense, s'est beaucoup inspiré, c'est une de ses sources d'inspiration, c'est Stephen King, il y a beaucoup de références à Stephen King, donc on est dans un truc un peu fantastique, au départ, très étrange. Et puis, ce que j'ai pas aimé dans cette première partie, c'est que je trouve que l'auteur en fait trop. On est dans la surenchère et il veut toujours en faire plus. Et donc c'est un peu gênant, on est un peu limite dans le grotesque.
Et alors, la deuxième partie arrive, quand le pont s'écroule et qu'on est là dans une affaire de meurtre, dans un thriller, et là ça devient vraiment très intéressant et addictif. Il est pas très long hein, ce bouquin, je l'ai lu vraiment, je crois que j'ai mis 2 jours pour le lire. On est sur 350 pages. Et là, à partir du moment où on bascule dans la dimension thriller, polar, et ben ça devient vraiment très très intéressant. Alors là encore, il y a des défauts, certes. Je trouve que le défaut de cet auteur, c'est de vouloir en faire trop. Et à force d'en faire trop, parfois, on est à la limite du vraisemblable. Voilà. Mais la deuxième partie est hyper intéressante, on a envie de savoir, et le dénouement, je l'ai trouvé vraiment très 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 bien, très cohérent avec le reste. Voilà, donc je pense que c'est un roman qui n'est pas dénoué de défauts, notamment cette première partie. Et puis, alors, je pense que la maison d'édition s'en est rendu compte parce que je suis allée voir des chroniques et je ne suis pas la seule à l'avoir souligné. Il y a beaucoup de coquilles, beaucoup de fautes, des mots qui ne devraient pas être à cette... Enfin, qui n'ont pas été corrigés. Et je pense qu'il y a un problème de traduction, en fait. Alors, c'est pas pour jeter la pierre, mais on voit que la première traduction, c'est noté, hein, c'est pas moi qui le dis. La traduction, donc c'est traduit de l'italien par une stagiaire, voilà. Et la traduction finale a été revue et corrigée, mais en fait, je pense quand même qu'il y a un gros problème de traduction où parfois, bah, c'est un peu maladroit. Voilà. On voit que c'est pas forcément une pro qui a fait ça et bah, malheureusement ça transparaît. Et c'est dommage parce que ça dessert l'auteur plus qu'autre chose. Je vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour la deuxième partie qui est très très intéressante, mais sachez où vous mettez les pieds, on n'est pas du tout dans du thriller fantastique, on a l'impression, parce qu'on flirte toujours avec la folie, on a l'impression qu'on est dans du thriller fantastique, mais ça bascule ensuite vers du thriller pur et dur, assez sombre, assez violent, et un dénouement qui vaut vraiment le détour. Et je termine avec 2 romans, 2 polars que j'ai beaucoup aimés. Alors, Necropolis de Herbert Lieberman aux éditions Point que j'ai lu dans le cadre excusez-moi, du Black November de Miss Séverine. Il est bien ce livre, d'ailleurs celui-ci aussi, j'ai oublié de vous le dire, celui-ci et donc celui-ci. Alors c'est un roman très étrange, très difficile, qui n'est pas facile à lire. Pas facile à lire par le thème, mais pas facile à lire aussi dans la narration. Ça peut comment dire, désarçonner plus d'un. On est à New York dans les années 70, je crois, et on est avec 70 ou même avant, je sais plus, non. En quelle année on est? Est-ce qu'on nous dit? Je sais plus. Soit les années 70. Et on est avec, comment il s'appelle? Paul Conning, qui est le médecin légiste de la morgue de New York. Donc il voit des morts, des autopsies tous les jours. Et en fait on va le suivre dans son quotidien. Donc au départ dans ce bouquin il se passe pas grand chose. Paul Conning on sent, donc c'est un ponte hein, vraiment, il est très très fort dans son domaine. On le suit dans son quotidien qui est fait de morts violentes, d'autopsies. C'est pas très gai, c'est assez glauque même parfois. On a même parfois des espèces d'extraits d'autopsie très scientifiques, donc c'est un peu étrange. Donc, au départ, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Et puis, on se rend compte que ce personnage, il a perdu sa fille, qui s'appelle Loli. Enfin, elle a disparu. En tout cas, du jour au lendemain, elle est partie de la maison, elle a disparu. Et il ne cesse d'essayer de la chercher, donc il est toujours en contact avec la police pour essayer de trouver sa fille, qui parfois lui envoie une carte. Et elle sent que sa fille est retenue contre son gré, quelque part, qu'elle a été un peu embrigadée par un homme. Donc il a cette souffrance au fond de lui, il est seul en plus parce qu'il a perdu sa femme d'un cancer. Et puis il y a une intrigue quand même qui va arriver avec une disparition, enfin on va retrouver des corps, je vous en dis pas plus, c'est très très glauque, c'est affreux. Et donc il y a une enquête policière quand même qui va se mettre en place. Donc on va avoir l'avis de Paul Conning, la disparition de sa fille, cette enquête policière à laquelle il va participer qui est véritablement trash, horrible. On est dans le New York des années 70, donc rien à voir avec le New York d'aujourd'hui. Quand vous allez à New York aujourd'hui, c'est une ville très, je dirais très sûre, très cosmopolite.
Là on est en plein dans la violence, en plus on est encore avec donc les quartiers vraiment qui craignent, le Queens, Brooklyn, etc. C'est pas du tout... Brooklyn aujourd'hui vous y allez, c'est vraiment un quartier de bobos, à l'époque c'est pas du tout le cas. Voilà, sachez où vous mettez les pieds, c'est quand même très sombre, très violent, peu d'espoir, des descriptions parfois très réalistes, très vraisemblables. On n'est qu'un médecin légiste, hein. Et alors une fin, oh là là, cette fin, mais je crois que j'ai versé une petite larme tellement elle est terrible. C'est noir d'un bout à l'autre. Voilà, très très peu d'espoir, mais très bien écrit, et je suis très très contente de l'avoir découvert, donc merci Séverine pour cette belle découverte, si je puis dire. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Le manteau de neige de Nicolas Leclerc, toujours aux éditions Point. C'était également un des romans que je devais lire dans mes 12 thrillers, les 12 thrillers un thriller par mois. Donc c'était celui-ci que j'avais mis et qui correspond bien à la saison. Le manteau de neige, nous sommes au mois de décembre. Alors attention, on est dans un thriller fantastique, vraiment fantastique. Donc sachez que vous allez être en proie avec des phénomènes de hantise, des phénomènes de fantômes. On est... Je vais pas enlever mon marque-page. Nous sommes dans le Doubs, dans le Haut-Doubs, dans une ferme où on a les grands-parents de Katia, le grand-père qui est très taciturne. Ils habitent dans une ferme qui est vraiment isolée, cernée par les montagnes, la forêt, la neige. Et du jour au lendemain, la grand-mère qui était catatonique va prendre un couteau et va tuer le grand-père, comme ça, sans prévenir. Donc ça part de là. Et ensuite, donc on va enterrer le grand-père, la grand-mère est déclarée irresponsable, elle va être internée dans un asile psy. Et nous, on suit Katia, donc qui est la petite fille, qui a 16 ans. Et Katia, elle est atteinte d'aptophobie. Alors l'aptophobie, c'est le fait qu'elle a la phobie d'être touchée. Le moindre contact lui fait faire des crises terribles. Et à partir du moment où Katia va perdre son grand-père, elle va commencer à avoir des visions. Et très vite, elle va se rendre compte qu'en fait, elle voit des fantômes. Et que ces fantômes veulent lui montrer quelque chose, veulent lui montrer une espèce de vérité. Voilà. Et en fait, on va être dans cette ambiance où il fait froid, on est dans la neige, ambiance secret de famille, ambiance fantôme, parce qu'on est vraiment dans un cas de possession, mais c'est pas possession style l'exorciste, c'est pas du tout ça, c'est simplement qu'elle voit des fantômes et il faut qu'elle vive avec ça. D'ailleurs l'auteur à la fin nous dit qu'il a fait beaucoup de recherches sur le phénomène de hantise, il a lu pas mal de bouquins, il a visionné énormément de reportages, donc il s'appuie quand même sur des faits, je dirais pas scientifiques, hein, parce que c'est pas prouvé, mais ça sort, c'est pas de la fantaisie quoi, ça reste du fantastique. Des petits moments de flip quand même, alors c'est un peu lent. Le début est vraiment lent, c'est vrai que j'ai vu d'autres chroniques où c'est un peu le reproche qu'on fait à l'auteur, c'est vrai que le début est lent. On est dans cette ambiance familiale où on nous montre le trouble de Katia. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est schizophrène? On se pose la question de la schizophrénie à un moment donné. Et puis très vite, il va apparaître que non, elle voit vraiment des fantômes. Il y a aussi la dimension de ses parents qui essaient de l'aider comme ils peuvent. Le regard des autres. Donc c'est vrai que le début est lent. C'est lent à se mettre en place. Moi ça m'a pas gêné, j'ai bien aimé. Et puis après on va basculer vraiment dans le côté thriller. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que faisait Étienne, le grand-père de Katia, pour qu'il revienne la hanter? Elle n'arrive pas à se débarrasser de ce fantôme qui semble vraiment malfaisant, qui semble lui en vouloir. Et pourquoi sa grand-mère tout à coup a tué son grand-père d'un coup de couteau? Voilà. Tout ça va émerger avec ces secrets de famille qui vont réapparaître au grand jour. J'ai vraiment aimé, j'ai surtout aimé l'ambiance. En plus ça se passe donc dans le Jura, dans les montagnes du Jura, donc j'ai adoré. Avec des lieux que je connais bien, on parle de Besançon notamment, qui est une ville que j'aime beaucoup.
Voilà, c'était... Il y a un petit lien aussi affectif, hein, parce que forcément comme ça se passe dans ma région natale, ça m'a peut-être plus parlé qu'un lecteur lambda, mais c'était vraiment bien. J'ai un autre bouquin de cet auteur, j'ai Le Veilleur du Lac dans ma palle, et je pense que j'essaierai de le lire assez régulièrement, mais c'est une très bonne surprise. Et je trouve que l'auteur écrit très très bien. Voilà, on voit que c'est vraiment bien écrit, et ça m'a assez convaincue. Voilà, c'est tout. Je reprends parce que j'ai été coupée. Donc je ne sais pas où ça a coupé exactement. J'étais en train de vous dire que c'était tout pour ce point lecture qui a duré un petit moment, puisque j'avais 7 lectures à vous présenter. Je sais pas si ce sera le dernier point lecture de l'année, je sais pas. Peut-être que si je lis bien, j'aurai peut-être un dernier point lecture avant 2025. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire un bilan de mon année 2024. Je voudrais vous parler de mes bonnes lectures. Je vais pas vous parler de mes flops, mais je vais vous parler de mes très très bonnes lectures. Je vais vous parler de mes challenges, si je suis allée au bout de mes challenges, de ma manière maintenant de consommer du livre, comment j'envisage les choses. Voilà, je vais peut-être vous faire un petit bilan là-dessus. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés comme moi, ou pas aimés comme moi, ou alors l'inverse. Venez discuter, dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, puisque c'est sur ce réseau que je suis quand même la plus active. En attendant, je vous souhaite de bons préparatifs de Noël si vous fêtez Noël. Et puis je reviens assez vite entre les fêtes, peut-être que je vais revenir entre Noël et le jour de l'an. Je pense que j'aurai le temps de faire une petite vidéo. Voilà, je vous souhaite de faire de très 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 belles lectures, de belles découvertes livresques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!